20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal vers un rattachement de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur. Abdoulaye Daouda Diallo l'a annoncé à l'Assemblée nationale. Le projet sera soumis à l'appréciation du chef de l'État. C'était ce matin lors du vote du budget du ministère de l'Intérieur. Un budget revu à la hausse d'un montant de plus de 7 milliards de francs CFA. La baisse annoncée du prix du carburant très bien accueillie chez les conducteurs. À la gare routière de Grand Yoff, les chauffeurs promettent de baisser les prix du transport si cette baisse venait à se confirmer. La tension monte au quotidien national Le Soleil. Les agents de l'Astro de Anne fustigent la gestion du directeur. Ils réclament l'arbitrage du chef de l'État pour dénouer une crise qui dure depuis 2 ans. Et puis à suivre en fin d'édition le dossier santé qui s'intéresse au bilan médical. Des spécialistes de la santé le recommandent vivement. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Fatima Ba, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Pour démarrer cette édition, le rattachement de la gendarmerie nationale au ministère de l'Intérieur, une forte probabilité, c'est une annonce du ministre de l'Intérieur. Le projet est à l'étude et sera soumis à l'appréciation du chef de l'État Macky Sall. Abdoulaye Daouda Diallo pense que cela va permettre de mieux combattre l'insécurité au Sénégal. Le ministre de l'Intérieur est au micro de Salimata Osek Moudou. Ça, c'est un peu la nouvelle politique de sécurité que nous avons. C'est encore à l'étude et il appartiendra justement, une fois qu'on aura terminé cette étude-là, de la déposer au niveau du chef de l'État qui en décidera. Mais je pense que dans la nouvelle vision, il y a des chances effectivement que la gendarmerie soit rattachée à l'intérieur. Vous savez, la sécurité intérieure, c'est un tout. Et nous parlons aujourd'hui de sécurité publique. Le ministre de l'Intérieur a l'obligation d'assurer donc toute cette sécurité qui est du ressort, en tout cas dans la pratique, et de la police et de la gendarmerie. Et nous avons pensé qu'il doit y avoir une unicité de décision, c'est-à-dire un seul décideur qui devra en définir la politique. C'est vrai que c'est une politique définie par le chef de l'État, appliquée par le ministre de l'Intérieur, mais je crois que l'organe dirigeant, en quoi doit être dans le cadre de l'application de cette politique-là. Et nous pensons justement déjà avec la bonne symbiose qu'il y a entre la police et la gendarmerie, surtout le travail collégial en commun qu'ils ont eu à faire, surtout vous l'avez ressenti durant le sommet de la francophonie, il y a justement des lieux de travailler effectivement à ce que cela puisse s'opérer dans un même cadre. Je vous l'annonçais en titre, une hausse de 7 milliards 648 millions de francs CFA sur le budget du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Une augmentation justifiée par la réévaluation des services notés, notamment le recrutement de personnel. Pendant les interventions, les députés ont beaucoup insisté sur l'insécurité galopante, le comportement des agents de sécurité de proximité et la non-application de la loi sur la parité. Salimata Osek Moudou. La loi sur la parité a suscité beaucoup de réactions lors de ce face-à-face. Ces femmes ont plaidé son application dans les institutions. Pour un développement durable, il faut privilégier les femmes. Les pays les plus avancés ont adopté cette politique, donc pourquoi pas le Sénégal? Pour cette question, Abdoulaye Daouda Diallo se veut très clair. Il n'a jamais été question de revoir quoi que ce soit sur cette affaire-là. Par contre, on travaillera à avoir une application intelligente. S'il y a des particularités à y apporter, des correctifs, on le fera. Mais ce qui est constant, c'est que c'est une loi qui ne peut pas être retirée. Au contraire, nous pensons plutôt la renforcer. Le comportement des agents de sécurité de proximité décrié par certains élus, le ministre de l'Intérieur rassure. C'est vrai que ça fait 10 000 agents. Bien évidemment, par moment, ça ne manquera pas. Partout, dans toute corporation, on peut toujours trouver des agents qui sont à la marche de la bonne marche, disons, de l'institution, qui sont régulièrement sanctionnés et on ne terminera pas par ça. On le fera à chaque fois qu'un cas, en tout cas difficile, nous a été signalé. C'est pourquoi d'ailleurs, dans chaque région, il y a aujourd'hui une brigade qui sillonne toutes les structures dans lesquelles les agents de sécurité de proximité sont affectés pour justement donc faire l'évaluation, au besoin sanctionner positivement comme négativement le comportement des agents. Pendant de longues heures, les élus et le ministre ont échangé notamment sur l'implantation de postes de police dans les quartiers réputés dangereux, mais aussi renforcer la capacité des brigades d'intervention comme les sapeurs-pompiers.
Salimata Osek, merci. Direction Touba à présent, Touba où le président de la République effectue en ce moment même une visite chez le Khalife général des Mourides en prélude au Grand Magal de Touba. Mohamed Jodiop est en ligne. Bonsoir Mohamed Jodiop. Bonsoir Cheikh Tidiane Diao. Alors, comment le président de la République a été accueilli dans la ville sainte? Très bien accueilli même. Il est arrivé, le président de la République Macky Sall, à 17h17 exactement, à l'héliport de Touba, et de l'héliport à la résidence Khadim Rassoul. C'est une foule immense qui a accueilli le chef de l'État, Cheikh Tidiane. C'est une foule qu'on n'avait pas vue depuis les dernières années. Macky Sall donc est arrivé aux environs de 17h, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des membres de son gouvernement à la résidence Khadim Rassoul, où l'attendait le Khalife général des Mourides et son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr, mais également d'autres dignitaires religieux. Le président et le Khalife général des Mourides ont prié ensemble à la résidence avant les traditionnels discours. Le président, dans son speech, a remercié le Khalife pour les propos tenus il y a quelques jours, mais également pour l'accueil réservé cet après-midi. Il s'est engagé à l'accompagner dans ses chantiers. Il a aussi annoncé le démarrage d'autres travaux comme l'autoroute Dakar-Touba, dont la pose de la première pierre est assurée pour le 27 décembre prochain. Dans sa réponse, le Khalife général des Mourides, par l'intermédiaire de Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr, le porte-parole, a remercié le chef de l'État pour les travaux entrepris dans la ville de Touba, notamment les travaux d'assainissement pour un coût de 7 milliards de francs CFA, mais aussi l'autoroute et les travaux liés à l'hydraulique. Mais retenir un incident à l'occasion de cette visite, Cheikh Tidiane, un vieux d'une 60aine d'années, a été aspergé d'un gaz asphyxiant par un homme détenu, un élément du dispositif sécuritaire, un colonel de gendarmerie pour être plus exact. L'homme qui se nommerait Cheikh Diao, Mor Diao plutôt, a été évacué à l'hôpital de Touba. Sa vie ne serait pas en danger, Cheikh Tidiane Diao. Merci Mohamed Jodiop. Je vous le disais également en titre remous au quotidien national Le Soleil. Les travailleurs du quotidien fustigent la gestion du directeur général. Un problème, Fatima, qui dure depuis 2 ans. Et oui, cher Tidiane, des cas de vol perpétrés dans l'entreprise, des conditions de travail difficiles, entre autres problèmes soulevés par les travailleurs. Ils demandent l'arbitrage du chef de l'État face à cette situation. Fatou Bintou Conté, Alioune Diagne. Les travailleurs du journal Le Soleil traversent une crise sans précédent. Face à la presse ce jeudi, ils ont fustigé les investissements hasardeux dont s'adonne le directeur général avec l'acquisition d'une nouvelle impression. Le conseil d'administration a été surpris en entendant le fournisseur venir se plaindre. À tel point que nous avons été obligés, en dehors du rapport de l'IGE qui était déjà passé, on a été obligés au niveau du conseil d'administration de commettre le commissaire aux comptes pour qu'il nous fasse un rapport détaillé, une étude, un audit technique, financier et technique sur la machine. Puis des cas de vol sont notés dans l'entreprise avec 7 tonnes de papier qui se sont volatilisés récemment sans que le directeur général ne pipe mot. Tout récemment, il y a eu un vol de 7 tonnes de papier dont le docteur aujourd'hui ne veut même pas en entendre parler. D'ailleurs, ce dernier, selon les travailleurs du Soleil, se signale par un absentéisme au sein de l'entreprise. Le directeur général est tous les jours absent. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'a jamais fait 3 jours d'affilée dans son bureau depuis plus d'1 an. Face à cette situation, le personnel de l'Astre de Anne interpelle le chef de l'État Macky Sall sur ce conflit latent. Nous interpellons le ministre de la Communication, le Premier ministre et le président lui-même, qu'il tranche entre l'intérêt des travailleurs ou l'intérêt du directeur général, qui est en conflit ouvert avec le président du conseil d'administration et dont nous ne voulons pas en subir les contre-coups. L'organisation Amitié des aveugles demande la ratification du traité de Marrakech qui permet l'accès des déficients visuels aux ouvrages. La AS demande en outre aux auteurs et aux éditeurs de prendre en compte leur état au même titre que tous. L'organisation Amitié des aveugles a organisé une journée d'information et de partage. Abba Diop, vice-président de l'AS, au micro d'Adi Atala et Gervais Yao. L'appel que nous lançons aux autorités aujourd'hui, c'est de ratifier rapidement ce traité. Ce qui ne coûte rien aux autorités, il faut le préciser.
c'est les auteurs, les éditeurs, alors à qui il faut verser des droits qui doivent aujourd'hui être indulgents, penser à leurs frères, à leurs enfants, qui aujourd'hui ont besoin d'accéder à leurs ouvrages, les transformer en format accessible pour le non-voyant et le malvoyant. Mais pour ce qui est des autorités, c'est une simple signature qu'on leur demande. Et puis à retenir que les élèves de l'INEJA ont mis en terme à leur grève de la faim. Les pensionnaires de l'Institut national de formation des jeunes aveugles avaient entamé une diète depuis hier pour réclamer un bus de transport. Une revendication finalement satisfaite. La Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal se démarque de la délégation qui s'est rendue en Israël sur invitation des autorités de ce pays. L'organisation fustige l'acte posé par celle-ci mue que par des intérêts personnels. Imam Ismaël Ndiaye est au micro de Adiatala Gerveyao. Lorsque les imams maintenant du Sénégal qui ont des relations particulières, certainement avec l'ambassade d'Israël, se déplacent du Sénégal pour aller montrer au monde entier que les imams du Sénégal, qui aujourd'hui sont des autorités spirituelles et religieuses assez respectées à travers le monde, sont avec les Israéliens dans leur comportement envers le peuple palestinien, alors cela est illégitime et inopportun. Et les imams du Sénégal ne sont pas d'accord de leur action. Ce ne sont pas les imams du Sénégal, c'est juste un petit groupe manipulé par quelqu'un qui n'est pas un imam. Il n'a même pas le statut d'un imam. Il n'a pas fait les études religieuses qui lui permettraient d'être un imam. C'est juste un secrétaire administratif d'une association d'imams. Vers une baisse du prix du carburant, en tout cas en Conseil des ministres, le chef de l'État en fait la demande. Au garage de Grand-Yoff, la nouvelle est bien accueillie. Les conducteurs promettent même de baisser leurs tarifs. Reportage Fatidien, Tierno Laurent Mendy. La baisse des prix de l'essence et du gasoil, une volonté du gouvernement. Au garage de Grand-Yoff, la nouvelle est au cœur des débats. Des fois, location, on ne s'en sort pas avec la cherté du carburant. Tu travailles sans pour autant avoir des bénéfices. Si on pouvait diminuer 200 voire 300 sur le litre, ce serait mieux. 200 ou alors 150 c'est une bonne nouvelle pour nous les conducteurs. Le carburant il est tellement cher. Toujours on est des difficultés avec le carburant. C'est une très bonne nouvelle si toutefois la mesure est effective. Actuellement, le prix du carburant a doublé. C'est très difficile pour nous. C'est très difficile pour nous avec le prix élevé du gasoil. Contrairement à ses collègues, Abdou Diouf reste sceptique. Pour lui, il faut plus que des mesures. On a dit plusieurs fois on diminue le carburant, mais on ne diminue rien. Mais cette fois-ci, je pense qu'on va trouver une solution. On nous a toujours dit qu'il y aura une baisse, mais en fin de compte, c'est juste des promesses. Nous jugeons qu'il est temps de faire appliquer cette mesure. Ces conducteurs soutiennent que cette baisse annoncée aura des retombées. En effet, elle sera bénéfique et pour le conducteur et pour le client. Évidemment, si baisse il y aura, les tarifs seront revus. Puis, il est tellement difficile de travailler, mais tout ça c'est le carburant. Mais quand on diminue, nous on veut diminuer le carburant et diminuer la tarif. Quand on a diminué le carburant, nous on est prêts pour diminuer le tarif. Les automobilistes demandent à l'État de redoubler d'efforts afin que cette baisse du prix du carburant, tant attendue, soit effective. La ville de Louga va occuper une place importante dans la vie du président Diouf. L'ex-secrétaire général de la francophonie l'a annoncé lors de l'inauguration du plus grand boulevard de la capitale du Ndiambour. Un boulevard qui porte désormais son nom, une décision prise par la municipalité de Louga pour rendre hommage au deuxième président de la République du Sénégal. C'est une correspondance signée Tierno-Fall. Le plus grand boulevard de la capitale du Ndiambour porte désormais le nom du président Abdou Diouf, un geste qui marque la reconnaissance de la municipalité de Louga qui rend ainsi hommage à cet illustre fils du terroir. Monsieur le Président, la capitale du Ndiambour s'honore aujourd'hui d'inaugurer le plus grand boulevard de la commune qui porte désormais votre nom en hommage à l'homme d'État, aux républicains, aux démocrates, aux citoyens modèles et à l'enfant prodige du Ndiambour.
Le projet qui a été initié par le maire sortant est aujourd'hui concrétisé par son successeur. Moi, monsieur le ministre, monsieur le maire, Moustapha Diop, gërëm ci madame le ministre Aminata Mbengue Ndiaye, mi nga xam ni moo ko sumboon Moustapha Diop ñëw yeggale ko waaye loolu yëpp su amee wolof Ndiaye nee na lu nit njaaga ku njaag président Macky Sall. S'adressant au Lougatois, le président Diouf déclare. léegi yéen a ma moom ndax jeexal naa amatuma vie publique dina am vie privée te vie privée boobule Louga dina ci am place am ndax moo ko moom. Toute la richesse du patrimoine culturel lougatois était au rendez-vous lors de cette cérémonie marquée également par la présence de nombreuses personnalités nationales et internationales, mais également de plusieurs personnalités administratives, municipales, religieuses et coutumières. Tchernefal, merci. Après la francophonie, un autre sommet se pointe à l'horizon. Il s'agit de celui des écovillages qui se tiendra à Dakar du 10 au 14 décembre. Faire de l'environnement un cadre générateur de revenus tout en le protégeant, c'est l'objectif donc de l'Agence nationale des écovillages. C'est un reportage signé Ibrahima Kamara et Ibou Sissé. L'Agence nationale des écovillages dans une dynamique de revaloriser l'environnement. C'est un nouveau concept qui est en train d'émerger en Afrique. Parce que je peux dire que pourquoi le Sénégal a été choisi, tout simplement parce que nous sommes le premier pays africain à mettre ce concept en œuvre. L'État a créé une agence spécifiquement chargée d'exécuter, de mener à bien, n'est-ce pas, cette activité des écovillages. Il y a des projets de reboisement donc avec des espèces locales et puis avec donc des techniques aussi entièrement biologiques qui ne détruisent pas l'environnement. Un sommet est ainsi prévu à Dakar afin de valoriser la plus-value dont dispose le Sénégal dans ce domaine. Nous avons convenu de mener ce premier sommet africain au Sénégal. C'est le sommitaire mondial qui se rencontre ici, qui nous apporte le savoir, le savoir-faire. Mais également, cela permet aux Africains de voir que le Sénégal est en train d'émerger. La culture aussi sera au rendez-vous de la nature lors de ce sommet. Que ce soit Internet, Facebook et tout cela, je pense que ça a été conçu par des Occidentaux qui ne se soucient pas, donc de la culture, donc de l'héritage donc des pays d'Afrique. Alors il nous revient à nous de réinventer tout ce monde technologique-là pour qu'il réponde à nos besoins, pour qu'il réponde à nos cultures. Exploiter les bienfaits de l'environnement tout en luttant contre des fléaux tels que l'avancée du désert dans certaines parties du pays sont entre autres objectifs de ces amis de la nature afin que chaque localité du Sénégal soit un éco-village. Ibrahima Kamara, merci. Nous parlons à présent de la réforme du secteur de l'urbanisme et du logement pour renforcer la compétitivité des villes sénégalaises. Une préoccupation majeure du club de réflexion sur l'urbanisme. Les experts du secteur se disent inquiets de la situation actuelle, d'où l'intérêt de cette réflexion sur le sujet afin de trouver des solutions. Compte rendu Ndembosessi Diafaraba. La densité des villes du Sénégal, particulièrement Dakar, est lourdement préoccupante. Population nombreuse, logements éparpillés, l'urbanisme en souffre. Une perturbation qui mérite réflexion. Il y a une très forte densification autour de la région de Dakar et toujours autour de la ville de Plateau et de la ville de Dakar de manière spécifique. Cette densification-là, on doit en parler parce que c'est cette densification-là qui entraîne le dysfonctionnement urbain. Même les collectivités locales n'ont pas de politique d'urbanisme, selon toujours le président fondateur du CRU. Parallèlement à la planification stratégique, mettre en place des politiques de ville, des politiques de territoire, des politiques urbaines. Les collectivités locales n'ont pas de politiques urbaines et il faudrait aujourd'hui qu'on essaie de les appuyer, de former les personnels municipaux à pouvoir asseoir des politiques de ville. Parce que les opérations d'urbanisme qu'on est en train de vouloir faire, rénovation, restructuration, requalification, doit s'intégrer dans une dimension beaucoup plus globale, dans les stratégies territoriales qui visent le long terme. Et qu'est-ce qu'il faut pour y remédier? Un dialogue et une concertation permanente
Il faut ce type de plateforme de réflexion pour interagir, pour échanger entre urbanistes et les autres experts, les autres professionnels qui travaillent dans le secteur de l'urbain. L'urbain, ce n'est pas seulement l'urbaniste. L'urbain, c'est tout le monde. C'est la population, c'est l'ingénieur, c'est l'agriculteur, c'est l'assainissement, c'est l'environnement, c'est le sociologue. La surpopulation sur le point d'exploser nos villes. Le banditisme, la délinquance, la promiscuité, tous des conséquences de ce fléau. La journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien célébrée ce jeudi. Un prétexte saisi par les intellectuels pour contribuer à la libération du peuple palestinien, d'où l'organisation d'un panel à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sous le thème Solidarité avec le peuple palestinien, le rôle des intellectuels. Compte rendu signé Adiatala et Gervais Yaou. Le combat pour la reconnaissance de la Palestine se poursuit. Au Sénégal, la chancellerie de cet État demande l'implication des intellectuels. Le soutien constant du Sénégal, c'était depuis la création de cette cause. Le Sénégal, comme vous le savez, soutient toutes les justes causes au monde et le Sénégal considère que la cause palestinienne, c'est une cause très juste. C'est pourquoi on veut toujours le soutien sénégalais. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Universitaires et autres membres de la société civile s'engagent à jouer leur partition à la libération du peuple palestinien. Ce combat doit être porté par les intellectuels parce que c'est un combat d'idées, un combat d'opinion. Si tous les intellectuels du monde s'étaient réunis, s'étaient levés comme un seul homme pour combattre ce fait, je vous assure, en 24 heures, le problème serait résolu. Aujourd'hui donc, je dis que tous les intellectuels épris de justice doivent porter ce combat pour que l'État palestinien soit une réalité et ne soit pas une fiction comme il l'est actuellement. Le peuple est là, tout peuple a droit à un État souverain. La célébration de la journée internationale de la solidarité avec le peuple palestinien a réuni des universitaires, des étudiants et autres membres de la société civile, tous unis pour une cause noble, notamment la libération du peuple palestinien. Aliatala, merci. Et puis après la Suède, le Parlement français vote la reconnaissance de l'État palestinien. L'ambassadeur de la Palestine, Abdelrahim Al-Farah, annonce pour bientôt la reconnaissance de la Palestine par les États-Unis. Il a en outre interpellé Israël à mettre fin au massacre du peuple palestinien. Abdelrahim Al-Farah est au micro de Adiatala. Quand on parle de 339 députés français ont donné le faveur pour la reconnaissance de l'État de Palestine, ça vraiment va nous dire qu'il faut garder l'espoir et je pense que tout le monde maintenant, même les États-Unis, il va le faire très bientôt car comme je disais tout à l'heure, qu'il ne faut pas laisser Israël sans le punité parce que vraiment Israël profite à chaque fois, elle fait tous ses crimes sans impunité de la communauté internationale. C'est pourquoi maintenant la France et beaucoup de l'Union européenne qu'ils vont le faire. La semaine prochaine, ça sera le Danemark, juste après la Belgique, l'Espagne aussi. Ça c'est vraiment un très fort message. À présent, le dossier santé de ce jeudi qui porte sur le bilan médical en examen approfondi pour déterminer l'état clinique d'une personne. Si certains s'en acquittent convenablement, ils sont nombreux à ne l'avoir jamais fait. Des spécialistes nous le conseillent vivement. C'est l'objet de notre dossier signé Modigay Adamagay. Je suis médecin généraliste. Je suis Denis Coco. Aline Seikou Diao. Et nous parlons du bilan médical. Nous, dans notre jargon, ce sont des explorations qui sont les termes les plus appropriés pour expliquer un peu un état de santé après avoir procédé à un examen clinique sérieux, correct, au bout duquel on pourrait demander par exemple un bilan. Je l'ai fait, ça fait 6 mois. Oui, je l'ai une fois réalisé. Non, bilan médical, je ne sais pas. Une précision de taille, le bilan médical est toujours défini par le médecin et se porte sur un aspect. Il n'est jamais général. Un complet n'existe pas, c'est comme si l'univers, on ne peut pas totaliser le savoir. Rien qu'à travers ce que j'ai sous les yeux là, il y en a bien une centaine, je crois. Et la nécessité d'en faire, souvent, revient non pas aux patients, mais aux médecins de juger de l'opportunité ou non. Par conséquent, on distingue différents bilans. Pour les gens qui ont des problèmes d'anémie, on peut demander un bilan sanguin. Le bilan lipidique, c'est de plus en plus courant avec le problème du cholestérol. Il y a les bilans enzymatiques,
En général, quand on demande un bilan enzymatique, on pense au foie, étudié par un bilan de la protéinurie des 24 heures, l'ionogramme, la créatinémie, qui permet de savoir si le sujet est oui ou non insuffisance rénale. L'objectif est de déterminer l'aspect clinique d'un patient malade ou qui présente des signes de maladie. Il ne faut pas attendre jusqu'à être malade pour se soigner. Ouais? Il faut faire votre bilan avant qu'il soit être malade. Mieux prévenir que guérir. Je crois que c'est une nécessité, c'est une mesure qui doit être entreprise par le gouvernement déjà et les citoyens eux-mêmes. Un fait rarissime qui s'explique pour 3 raisons selon nos interlocuteurs. La première, c'est le manque de moyens financiers. Parce qu'un bilan complet, ça coûte extrêmement cher en Afrique. La deuxième raison, c'est un peu la peur. Ils n'ont pas envie de savoir quel type de maladie ils ont. Ils veulent vivre dans l'ignorance. La troisième raison, un peu le manque d'information. À retenir que si le bilan reste un droit pour toute personne, il doit être déterminé par un spécialiste et un bilan général se porte sur une 60aine d'examens, d'où la nécessité de faire un bilan ciblé. Pour démarrer cette page des sports, le tirage au sort a été effectué hier à Malabo. Le tirage au sort de la CAN 2015. Les Lions du Sénégal partagent leur poule avec le Ghana, l'Afrique du Sud et l'Algérie. Une poule corsée mais jouable selon certains observateurs. C'est un sujet signé Abdulaziz Khan et Tierno Laurent Mendy. Le verdict est tombé, le Sénégal connaît ses prochains adversaires à la CAN. Les Lions partagent le groupe C avec 3 champions d'Afrique, le Ghana, l'Afrique du Sud et l'Algérie. Une chose est sûre, les hommes d'Alain Giresse n'auront pas le temps de gamberger. C'est une poule quand même assez relevée au regard des équipes qui la composent. Mais moi, de mon point de vue, je pense que si on veut grandir, il faut essayer quand même de se frotter au meilleur. Le pire tirage qu'on a eu donc dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est vrai. Le Sénégal, quand il a été donc logé dans le chapeau 4, tout le monde s'attendait en tout cas à voir, disons, des équipes à caractère, disons, international. Et quand on parle d'équipe à caractère international, je pense naturellement à l'Algérie. Et l'Algérie en tant que telle, qui est la première équipe africaine actuellement au classement FIFA. De Ghana, qui a une tradition de football. On les appelle même les Brésiliens d'Afrique. Une équipe en tout cas très homogène qui joue assez bien au football. Difficile donc, mais jouable. Peut-être même une bonne chose pour les Lions de se frotter aux grosses écuries dès le premier tour. Il faut faire une bonne entrée, d'abord pour la compétition, gagner le premier match, c'est très important. Ensuite, maintenant, essayer de se positionner par rapport aux autres matchs. Souvent, le Sénégal joue en fonction de ses adversaires. Quand on a une équipe supposée faible, assez souvent on baisse notre niveau de jeu. Et quand on a en face, disons, une équipe supposée très forte, souvent le Sénégal a tendance à se lever son rythme de jeu. Et je pense qu'on n'a pas de complexe à se faire par rapport à ces équipes. Le Sénégal dispose de joueurs qui évoluent dans de grands clubs, qui évoluent dans de grands championnats et qui ont une certaine expérience. Le groupe C sera basé à Mongomo. Les Lions entrent en scène le 19 janvier face au Ghana, avant d'enchaîner par l'Afrique du Sud pour conclure devant l'Algérie. Ancien sélectionneur adjoint du Sénégal, Aliou Kandi jette un regard sur les prochains adversaires du Sénégal que sont le Ghana, l'Afrique du Sud et l'Algérie. Écoutons-le au micro de Abdouaziz Khan. Au regard des performances de l'Algérie ces dernières années aussi, je crois que ce n'est pas faux de les placer dans ce contexte-là. Parce que aussi, ils ont une certaine régularité, surtout la dernière Coupe du Monde. Ils ont fait une bonne Coupe du Monde. Bon, ils ont un bon potentiel aussi. Ils ont de grands joueurs qui évoluent aussi dans les grands championnats. Le Ghana, qui a une certaine régularité dans cette compétition-là, qui l'a gagné 4 fois, qui a participé aussi à des phases finales de Coupe du Monde. Bon, donc c'est un adversaire très sérieux, un football vif, un football très technique aussi. Parce que ce n'est pas pour rien que les gens les qualifient de Brésiliens africains. L'Afrique du Sud, je crois que c'est le pays le moins coté, disons, si on les compare avec les autres, en tout cas ces dernières années. Mais l'Afrique du Sud, quand même, reste, malgré tout ça, elle reste une équipe à prendre au sérieux, compte tenu de son passé aussi et de son palmarès au niveau africain. Tout récemment aussi, je crois, ils ont perdu un gardien de but, leur gardien de but titulaire. Ça peut être une source de motivation aussi.
C'était Aliou Kandi, ancien sélectionneur. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci Fatima Ba. Merci, cher Tidiane. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Papis Diawa pour un spécial d'équipe Intimi en direct de Touba. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.